Bonjour à tous, je vais vous présenter un tuto dans lequel on va découvrir Fetch. C'est un tuto qui fait partie d'une playlist complète dans laquelle je parle de tout ce qui concerne le synchronisme JavaScript. Je parle d'XML HTTP Request, de JSON, de Fetch, des promesses, de sync-await, de Course. Dans la description, vous avez un lien vers la playlist et vous avez aussi un lien vers la page web associée à ce tuto. Sur cette page web, il y a les codes, vous pouvez faire des copier-coller, tout est gratuit. Allez, on y va. Alors on va commencer par qu'est-ce que Fetch et pourquoi l'utiliser. Alors Fetch, c'est une fonction JavaScript native qui permet de faire des requêtes AJAX. Les requêtes AJAX sont des requêtes HTTP que l'on fait depuis le JavaScript du navigateur vers un serveur. C'est-à-dire que le navigateur va chercher des informations sur un serveur pour rafraîchir la page web qu'il est en train d'afficher, et cela sans la recharger. Alors avant que Fetch n'existe, on utilisait pour faire nos requêtes AJAX une interface qui s'appelle XML HTTP Request. Alors pourquoi passer à Fetch ? Eh bien, la raison essentielle, c'est que Fetch travaille avec des promesses. C'est-à-dire qu'un appel à Fetch retourne un objet JavaScript de constructeur promise. Alors, j'ai déjà fait un tuto sur les promesses et également un tuto sur XML HTTP Request. Vous avez un lien dans la description. Alors, trois précisions, malgré tout. Alors, Fetch n'est pas uniquement une fonction. On peut parler d'API, c'est-à-dire d'interface avec le réseau, qui est composé d'un ensemble de modules. Vous les avez ici. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est juste la fonction fetch qui renvoie une promesse, c'est juste une partie de cette interface. Bon. Deuxième précision, avec une requête AJAX, on ne se contente pas d'aller chercher des données, mais on peut aussi en envoyer, bien sûr. Alors avec un get, on va chercher les données, avec un post, on envoie les données. On a aussi d'autres possibilités, on peut mettre à jour des données avec un put ou un patch, on peut également supprimer avec un delete. Donc on peut utiliser différents verbes HTTP. Enfin, troisième petite précision, les promesses ne sont pas le seul et unique avantage de Fetch. Il y a aussi les services workers et la gestion des requêtes Course. Bon, ça, je ne le ferai pas. Les requêtes Course, je le ferai dans un autre tuto. Alors, premier Fetch, comment ça marche? Alors, on va voir ça. Pour notre premier Fetch, on va aller chercher des données au format JSON sur le site jsonplaceholder.tbcode.com. Alors, si on fait un tour sur le guide, on se rend compte qu'on peut avoir des données sur cette URL-là. Donc je la copie, je la colle dans le navigateur, et là, je fais un petit zoom, je vois que je peux obtenir des données au format JSON. Alors maintenant, on va voir comment aller chercher ces données avec Fetch. Donc là, j'ai récupéré l'appel à Fetch sur le guide. Donc je vais coder sa méthode Zen. Donc il y a un callback ici qui prend en premier argument la réponse retournée par Fetch. Donc je vais la console loguer, juste pour voir la tête qu'elle a. Donc maintenant, je vais mettre deux marqueurs de manière à vérifier qu'on est bien asynchrone. Donc ici, je vais mettre début. Et là, je vais mettre fin. Alors ce callback là ici, correspond au resolve de l'exécuteur de la promesse. Et il est appelé avec la réponse lorsqu'il y en a une. Donc là, si vous avez fait les promesses, vous comprenez ce que je dis, sinon vous ne comprenez rien. Donc là, il faut faire les promesses. Donc on va l'exécuter, on va faire un open avec live server. Donc voilà ce que ça donne. Donc début et fin s'exécutent en premier, donc la ligne 11 avant que la ligne 10. Donc l'appel à fetch est bien non bloquant et on est bien asynchrone. Bon, ça je le fais une fois, je ne le ferai pas deux. Maintenant, on déploie la réponse. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors première chose dont on va parler, c'est ce booléen, ce booléen OK. Donc ce booléen sera true si la réponse est correcte, c'est-à-dire pour des valeurs de statut qui seront comprises entre 200 et 299 inclus. Ensuite, vous avez la valeur du statut. Donc ici, vous avez 200, la fameuse valeur pour la requête réussie. Ensuite, si vous regardez au-dessus, vous voyez que vous avez un objet headers. Donc c'est un objet headers qui contient des méthodes. Et ces méthodes-là permettent d'accéder aux entêtes. Par exemple, ici, vous avez le get qui vous permet de récupérer la valeur d'une entête. Le as, ici, vous permet de savoir si une entête est présente dans la réponse. Donc ce sont de simples méthodes. Je veux dire par là que ce ne sont pas des appels asynchrones, ça. Donc ce sont des appels classique, temps réel, j'allais dire synchrone, mais ce ne sont pas des entrées-sorties. Donc ça, il faut le remarquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données sont présentes. Ça veut dire qu'à ce stade-là, on vient de vous faire une réponse et vous avez accès à la ligne de statut
et aux en-têtes. Alors ça, c'est important de le remarquer. Alors maintenant, par contre, si vous cherchez vos données là, eh bien, vous ne les trouvez pas. Donc, vous avez un prototype ici, bon, vous pouvez cliquer dessus, et vous voyez que dedans, il y a des fonctions, donc, enfin des fonctions, il y a des méthodes. Donc ces méthodes, a priori, vous permettent d'accéder à vos données. Donc il y a blob, il y a form data, JSON, texte. Mais toutes ces méthodes-là, on va voir que ce sont des méthodes asynchrones. En fait, ce sont des opérations asynchrones. Alors par exemple ici, là, j'ai choisi JSON en premier. Donc vous voyez, it returns a promise. Il retourne une promesse. Ok, return value, a promise. Si je regarde blob, ici c'est pareil. Return value, a promise. Si je regarde texte, la même chose. Promise. Si je regarde form data. Donc vous voyez que maintenant, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aller chercher vos données, maintenant, il va falloir faire une deuxième opération asynchrone. Donc ça veut dire qu'à ce stade, on n'est pas sûr, au stade où on est, après le premier appel à fetch, on n'est pas sûr que les données soient là. On est sûr qu'on peut accéder à la ligne de statut et à la ligne et aux en-têtes, mais on n'est pas sûr qu'on peut accéder aux données. Alors on se rend compte de quoi là? On se rend compte que pour aller chercher une ressource avec fetch, il faut faire deux opérations asynchrones. C'est ce qui explique que l'on voit presque toujours deux n qui accompagnent chaque fetch. Donc en réalité, la première opération asynchrone est faite par l'appel à fetch. Cet appel nous retourne un accès à la ligne de statut et aux en-têtes. Ensuite, la deuxième opération asynchrone, là, c'est nous qui devons la faire. C'est elle qui nous permet d'accéder à nos données. Des données qui ne sont pas forcément encore là, sinon on ne se casserait pas la tête à faire de l'asynchrone. D'accord? Donc, à la limite, vous pouvez faire un appel à fetch, vous consultez vos en-têtes, par exemple le content type, avec le charset, et en fonction de cela, vous choisissez la bonne opération asynchrone pour aller chercher vos données après avoir pris connaissance de leur format. D'ailleurs, il y a un exemple dans la doc MDN qui fait ça. Donc moi maintenant, je vais reprendre mon code pour faire ma deuxième opération asynchrone et aller chercher mes données. D'accord? Donc je vais enlever ça parce que ça maintenant, ça ne m'intéresse plus. Donc ici, je vais tester mon booléen OK. Et si ce booléen est true, à ce moment-là, je vais exécuter mon opération asynchrone JSON et je vais coder la récupération des données dans le Zen. Donc on va faire un live server là. Ici. Donc vous voyez que je récupère un objet qui contient l'équivalent des données. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'appel à JSON fait l'équivalent d'un JSON majuscule point parse, si vous voulez. Donc elle parse les données sont parsées, et je récupère un objet JavaScript. Donc ici, vous avez vu que j'ai pris aucune précaution pour traiter les erreurs, hein, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors je vais regarder un exemple. Donc ici, je me sers du booléen OK pour faire un filtrage des erreurs HTTP. Alors, les erreurs HTTP, par exemple l'erreur 404 not found ou la 500 internal server error, sont à différencier des erreurs réseau. Les erreurs HTTP peuvent se produire sans qu'il y ait le moindre problème réseau ni la moindre instruction JavaScript qui plante. Alors, si le booléen OK ici est true, eh bien je vais retourner la promesse renvoyée par l'opération asynchrone rep.json. Sinon, je vais retourner une promesse rompue. Alors pour retourner cette promesse rompue, je vais faire appel à promise.reject. J'ai pas besoin du new ici. Si vous regardez la doc, un appel à promise reject avec la raison ici renvoie un objet promise qui est rejeté. Donc la promesse n'est pas tenue pour une raison donnée. Donc c'est ce que je fais ici. Donc le fait de faire un return de promise reject va venir me brancher au catch. Donc si j'exécute ça ici, là maintenant, là j'ai pas d'erreur. Et si maintenant je fais une erreur ici, une 404 par exemple, donc j'exécute à nouveau. Et là on peut voir donc qu'on a une erreur 404. Alors attention là, parce que Chrome là nous affiche une information là comme quoi il y a... On pourrait croire qu'il y a une exception en fait qui est déclenchée. D'accord? Et en fait c'est pas le cas. C'est la façon dont Chrome a de noter les erreurs réseau.
Et vous voyez là, si vous cliquez sur la roue crantée là, et que vous cachez les erreurs réseau, elle disparaît, vous voyez. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a aucune erreur JavaScript qui a planté là. Hein. Donc faites attention parce que ça peut un peu induire en erreur. Hein. Alors maintenant, on va se poser la question justement. Qu'est-ce qui se passe si une exception est déclenchée dans un zen là? Donc là, je vais remettre le post là. Et je vais déclencher moi-même une exception. Et je vais tester. Je vais faire un Open Live Server. Donc vous voyez qu'ici, sur une exception, eh bien on va au catch. D'accord? Ici on est sur le catch. Regardez. Donc ce qui se passe, c'est que le déclenchement d'une exception est l'équivalent à l'échec d'une promesse et le script va au catch. Donc il est inutile dans vos zen là de mettre des try catch partout. Pour être tranquille, hein, s'il y a une exception qui est déclenchée, ben, vous irez au catch. Donc vous mettez un try catch uniquement si vous voulez faire un traitement local de l'exception. Sinon, c'est pas utile. Alors maintenant, je vais mettre deux fetch en cascade. Dans le premier, je vais faire un get, c'est l'accès par défaut. Et ensuite, je vais faire un put pour modifier la donnée que je viens de recevoir. Alors pour chaîner les opérations asynchrones, il faut avoir compris que chaque zen doit retourner une promesse. Donc une promesse, c'est un objet de constructeur promesse qui est doté des méthodes zen et catch. Donc ici, par exemple, là, vous devez retourner une promesse pour pouvoir vous brancher soit sur le zen, soit sur le catch. Donc si la promesse est tenue, c'est le zen suivant qui s'enchaîne, sinon on va au catch, le catch, lui, qui est commun à tous. Donc je vais prendre un exemple. Donc qu'est-ce que je fais ici? Ici, je fais toujours la même chose au niveau du premier fetch, c'est ça que j'accède toujours à la même donnée. Donc si j'ai pas d'erreur HTTP dans le zen ici, là, je vais extraire ma donnée, d'accord? Je vais la console loguer à cet endroit-là. Et maintenant, étant donné que je veux la modifier, je vais en faire une copie. Donc je vais en faire une copie avec le spread operator, ici. Et je vais modifier le champ title et le champ body. Alors maintenant, je vais préparer le deuxième argument de mon deuxième fetch, d'accord? Donc ici, je l'ai appelé myInit, comme dans la doc en fait, hein, comme dans la doc MDN. Donc dans la première propriété, je vais mettre put, parce que je veux faire un put. Dans le body, je vais faire un JSON stringify de new data, pour transformer mon objet JavaScript en chaîne, puisque je vais l'expédier en chaîne JSON. Et ensuite, je vais ajouter un headers, le header content type, où je vais préciser qu'il s'agit du format JSON avec ce format, avec ce charset. Et ensuite, je vais faire un return de fetch, là, en passant myInit. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier le return, parce qu'il faut retourner la promesse que va retourner ce fetch. Donc là, maintenant, il me reste à traiter le cas où le second fetch réussit, ici. Malgré tout, il faut que je filtre les erreurs HTTP. Donc là, je vais filtrer et je vais personnaliser le message d'erreur pour les erreurs HTTP qui se produiraient sur le deuxième fetch. Et ensuite, donc, je vais récupérer mes données ici, si tout se passe bien. Et je viendrai à ce catch-là, si une opération quelconque asynchrone échoue au-dessus, ou si il y a une exception qui se déclenche. Alors je vais exécuter ça dans Live Server. Donc ici le premier objet avant qu'il soit modifié. L'objet après le put. Donc vous voyez que le champ body et le champ title ont été modifiés. Alors attention, là c'est une donnée qui est renvoyée par le site jsonplaceholder.typical.com, mais c'est qu'une simulation, d'accord? C'est pas pour autant que vous avez un jeu de données privé. Donc ça, vous le voyez si vous regardez dans le guide, on vous explique que c'est des fake data. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, on parle du protocole CORS. Alors si vous avez appris quelque chose dans ce tuto, un pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne, et dans ce cas, pensez à activer les notifs. Salut et à bientôt.